Merci beaucoup, mesdames et messieurs, de m'avoir invité et donné l'occasion de participer à ce débat, à vos réflexions, à vos questionnements, à vos hésitations, et par conséquent à un grand débat national, citoyen, politique, sur un événement et un moment fort, bien entendu, pour tout pays, qui est une révision constitutionnelle. J'ai, je crois, bien entendu ce que vous avez indiqué les uns et les autres, fort de votre expérience, de votre vécu, de vos sensibilités. Nous disions que la différence était enrichissement en parlant de la différence, de la singularité extrême qu'est la personne handicapée. Bien entendu, la différence d'opinion est la condition de la démocratie et de l'enrichissement d'Issel. Je vais résumer un peu les données en commençant par ce qui semble rationnellement établi, qui, selon moi, mais je le dis avec beaucoup d'humilité, devrait recueillir l'assentiment général pour aller progressivement vers les interrogations plus ouvertes, vers les questions moins simples. Tout d'abord, le professeur Graziano Pescia nous a rappelé le contexte de la génétique, des progrès du diagnostic prénatal et du diagnostic préimplantatoire. Vous avez retenu, et il est important, que le DPI, le diagnostic préimplantatoire, est naturellement un diagnostic prénatal, puisqu'on le fait avant la naissance. Par rapport au diagnostic prénatal classique, il comporte 3 caractéristiques qui méritent qu'on s'y arrête. La première, c'est que non seulement il est prénatal, mais il est même préimplantatoire. La deuxième, c'est qu'il exige que la fécondation se fasse par assistance médicale à la procréation, fécondation in vitro. Et la troisième caractéristique est que l'évitement de la naissance d'une personne porteuse d'une maladie ou d'un handicap d'une particulière gravité peut être évité par le transfert prioritaire des embryons non porteurs de cette anomalie et non pas par l'avortement. Voilà exactement ce que sont les caractéristiques de ce diagnostic prénatal particulier qu'est le diagnostic préimplantatoire. Rappelé comme cela, il faut bien reconnaître que du côté des femmes, qui depuis longtemps dans votre pays, les chiffres en ont été rappelés, ont accès au diagnostic prénatal et que ce dernier est suivi dans un nombre non négligeable de cas d'interruption médicale de grossesse, donner à ces femmes le choix, soit d'entamer une grossesse, d'en évaluer la qualité génétique par des PN et éventuellement d'avoir à décider d'une interruption médicale de grossesse, soit alors de demander à ce que l'on pratique un diagnostic préimplantatoire, est profondément une liberté essentielle de la femme. Je ne vois pas au nom de quel argument juridique on pourrait dénier à la femme cette liberté. Et en ce sens, Charles Joye avait tout à fait raison de nous rappeler les objections des instances européennes, se demandant si certaines législations trop restrictives n'étaient pas antinomiques avec la liberté de choix des personnes. D'ailleurs, je dois reconnaître que j'ai observé que sans doute le législateur suisse est convaincu de cela, puisqu'il est d'une tolérance presque générale à ce tourisme procréatique dont Alex Moron a dit combien il pouvait être stimulant, j'y reviendrai, et qu'aucune sanction n'est en réalité infligée à ceux qui le veulent. Ça ne va pas de soi. Si vraiment le législateur suisse considérait que le diagnostic préimplantatoire
attentait à la dignité des personnes, attentait à l'image que l'on a de la qualité des personnes handicapées, alors qu'on le pratique en Suisse ou en dehors de la Suisse, ce serait un délit. Et nulle différence ne devrait être faite entre ceux qui y recourent en Suisse et hors de Suisse. D'ailleurs, on considère que la pédophilie est un délit et vous ne pouvez pas pratiquer la pédophilie en Thaïlande et être parfaitement quitte quand vous rentrez dans votre pays. Donc j'en ai conclu que le législateur suisse n'était pas vraiment convaincu qu'il y ait des arguments importants pour s'opposer à la pratique du diagnostic pré-implantatoire, qui est à l'évidence une liberté laissée aux femmes, et je ne vois pas au nom de quoi on refuserait, après l'information nécessaire, aux femmes d'indiquer la méthode de diagnostic qu'elles préfèrent, le diagnostic prénatal et ses suites éventuelles, ou bien le diagnostic préimplantatoire. Alex Moron a rapidement énuméré les arguments qui pouvaient être avancés pour s'opposer à l'idée même d'une libéralisation de la législation sur le diagnostic préimplantatoire. Le statut de l'embryon est un problème extrêmement complexe. Nous sommes un certain nombre, Alex Moron et moi en tout cas, à avoir beaucoup écrit sur ce sujet. Je vous renvoie à nos écrits respectifs. On n'est d'ailleurs pas toujours d'accord. Mais il faut bien reconnaître qu'il est appelé autant, et Charles Joye l'a rappelé, par le diagnostic prénatal que par le diagnostic préimplantatoire. La pratique du diagnostic préimplantatoire, quant à cette question difficile qu'est le statut de l'embryon, ne soulève pas de difficultés supplémentaires. D'une certaine manière, en maniant le paradoxe, je dirais même que certains pourraient avancer qu'en regard de la considération que l'on a pour l'embryon, pour le fœtus, il leur semble moins problématique de transférer dans l'utérus maternel en priorité les embryons qui ne portent pas la tare que l'on redoute, plutôt qu'interrompre le développement d'un fœtus, développement qui a commencé. Car en effet, dans le cas du diagnostic préimplantatoire, le résultat est qu'une partie seulement des embryons qui sont fécondés risquent de devenir risques. La vie est un risque, ou ont la chance de devenir des enfants. Mais cela a été rappelé par M. Pescia, telle est la situation de la fécondité humaine qui est incroyablement inefficace. Dans la situation normale, un embryon sur 3 qui ont été fécondés devient un bébé. Un seul. Et 2 ne deviennent jamais des bébés, soit par avortement précoce, soit... Dans le cas du diagnostic préimplantatoire, depuis tout temps, il existe en tout cas une aspiration eugénique des couples individuels et non pas politiques. Les couples espèrent avoir des beaux enfants, alors même qu'ils sont d'une parfaite solidarité envers les personnes différentes. Quel est le couple qui, rêvant, cet homme et cette femme, d'avoir un bébé, ne le voit pas initialement comme un beau bébé joufflu, sans difficulté principale. Et par conséquent, ce couple espérera avoir ce beau bébé joufflu. Dans le cas du diagnostic préimplantatoire, il y a un coup de pouce à la chance. C'est-à-dire qu'en effet, ça n'est pas au hasard qu'est né l'enfant. Ce sont ceux qui ne sont pas appelés à être malades. Si bien que, même en regard du statut de l'embryon, le diagnostic préimplantatoire pose particulièrement peu de problèmes nouveaux, je dirais, sachant que dans votre pays, le diagnostic prénatal est de pratique ancienne. La stigmatisation des personnes handicapées, c'est-à-dire l'argument expressiviste, est un problème d'une incroyable complexité qui a fait l'objet de l'immense majorité de la plus grande partie de notre table ronde. C'est vraiment la question majeure. Là encore, il faut reconnaître que cette question, au départ,
ne différencie pas la situation du diagnostic préimplantatoire et du diagnostic prénatal. Dans les deux cas, par des méthodes différentes, on fait appel à la génétique et à une intervention de l'ordre de la gynécologie, de l'obstétrique ou de la biologie de la reproduction pour éviter que naissent des enfants atteints d'une maladie ou d'un handicap d'une particulière gravité. D'autre part, et cela a été rappelé, il n'y a, bien entendu, disant cela, je vais immédiatement noter les limites de mon propos. Il n'y a aucune contradiction entre reconnaître la très grande qualité des personnes qui, reprenant l'exemple de M. Moron, se soignent contre une tuberculose, ou bien les personnes handicapées avec un grave accident de la route, ce sont des personnes qu'il faut aider, totalement admirables, citoyens au cœur de la cité, et puis tout ce que l'on met en œuvre pour diminuer les accidents de la route, essayer d'augmenter les conditions d'hygiène et éviter que la tuberculose ne se développe. Celui qui dirait la sécurité routière et la stigmatisation des handicapés après un accident d'automobile serait regardé comme ayant une certaine déficience de rationalité. Alors cela étant dit, je m'aperçois que mon raisonnement mérite d'être contredit sur un point. C'est que dans le cas du handicap, ce dont je parle ici, ce n'est pas d'éviter que les conditions amenant au handicap surviennent, ce qui ne pose aucune question, c'est éviter la naissance d'une personne handicapée. Et on n'en est pas encore à éviter la naissance d'un chauffard, ni à éviter la naissance de quelqu'un qui serait sensible à la tuberculose. Encore que cela peut venir, puisque nous savons que sans doute la susceptibilité à la tuberculose est aussi un trait génétique. Ce qu'il faut ici indiquer, je crois, c'est qu'avec le DPI, nous sommes dans une situation qui n'est pas nouvelle par rapport au DPN, qui nous permet de poser véritablement quelle est notre responsabilité. La question en réalité qui se pose, et je vous l'ai posée dans mon introduction, c'est, et je l'ai posée également en réponse à l'animateur, c'est ne peut-on pas, avec la même conviction, avec le même engagement, chanter la qualité de la relation humaine entre une personne handicapée, ses parents, les personnes qui ne le sont pas. Ne peut-on pas déplorer ce regard qui ajoute le handicap au handicap? Ne peut-on pas, avec M. Jolien, reconnaître que l'exigence imposée à la personne handicapée de s'efforcer de l'être moins est insupportable et que par conséquent ces personnes handicapées sont avant tout des personnes qui évidemment ont toute leur place au cœur de la cité, et indiquer que si on a le choix entre deux vies, une qui aboutira à la naissance d'un enfant handicapé et une qui aboutira à la naissance d'un enfant non handicapé, il est compliqué de dire que l'on choisira la naissance de l'enfant handicapé. Il n'y a pas de contradiction entre ces deux engagements et ces deux affirmations. Or, contrairement au diagnostic prénatal de ce point de vue-là, telle est bien la situation dans laquelle nous nous trouvons dans le cas du diagnostic préimplantatoire. Mais, autre objection, qui est plus métaphysique, mais qui mérite qu'on s'y arrête, qui est très intéressante, qui est celle de contestation, et cela vaut du diagnostic prénatal aussi bien que du diagnostic préimplantatoire, de la contestation fondamentale de toute intervention sur la vie humaine, son existence et ses conditions, au titre qu'elle est un don, et que ce don pourrait n'être pas forcément transcendantal, qu'il pourrait avoir une valeur ontologique, anthropologique, et persister alors même que l'on ne ferait pas référence à l'idée de Dieu.
Mais là encore, à y regarder de plus près, on a toujours intérêt à regarder de plus près. Est-ce que la vie d'un enfant qui naît est un don de Dieu pour les chrétiens ou d'autres foi? Non. D'après les différentes églises chrétiennes, d'après la religion musulmane, je suis un peu moins féru des autres. L'homme et la femme ont été créés par Dieu, mais c'est bien l'homme et la femme qui donnent la vie aux enfants. Ce n'est pas Dieu qui donne la vie aux enfants. Ce que Dieu crée, contrairement à l'idée platonicienne, c'est qu'il insuffle l'âme d'origine divine, individuelle, à chaque enfant qui naît. Mais la vie n'est pas un don de Dieu en soi. Qu'est la vie d'un enfant qui naît? Au départ, si l'on peut s'en rapprocher, elle est un don, dans le cas idéal, d'un homme à une femme, d'une femme à un homme. Ils se donnent comme témoignage de leur amour, ensemble, un enfant qui, dès qu'ils se sont fait ce don, sera un autre auquel la vie leur aura été donnée par ses parents. Et d'ailleurs, l'on dit bien, ce sont les parents qui ont donné la vie. La femme donne la vie, l'homme donne la vie. Cette vie que les parents donnent à l'enfant permet de s'arrêter au don. C'est une vie qui est singulière, car elle a deux caractéristiques. La première est que, et ça a des incidences importantes dans la législation sur le diagnostic préimplantatoire, cette vie est appelée à être celle d'une autre personne. Certes, cette personne aura une mère, un père, mais cette personne sera incontestablement indépendante. Et en tant que cette personne sera indépendante, on se rend bien compte que le choix par les géniteurs qui ont donné la vie à cet enfant, d'autres caractéristiques de cet enfant est très problématique. Cet enfant, on lui a donné la vie et son indépendance. On a créé cet enfant pour qu'il soit un autre. Et cet autre peut dépendre de la grande loterie de l'hérédité, mais comment, pourquoi, à quel titre devrait-il dépendre du choix des parents? Et l'on voit bien en quoi, effectivement, le diagnostic préimplantatoire ici peut poser des problèmes et nécessite une vigilance particulière. Dans les nombreux cas, et d'ailleurs ceux qui font l'objet de la totalité des diagnostics préimplantatoires qui ont été pratiqués en France ces dernières années en particulier, on se trouve dans des situations qu'il faut rappeler et qui ont été rappelées. Ce sont des maladies que vous connaissez de nom, la maladie de Tay-Sachs, la leucodystrophie métachromatique, la myotrophie spinale, la myopathie de Duchenne. Ce sont vraiment des maladies qui condamnent l'enfant qui est né à une mort extrêmement précoce avant qu'il ait pu s'éveiller à toute conscience, dans le cas de la maladie de Tay-Sachs, pratiquement dans le cas de la leucodystrophie métachromatique, ou alors provoque sa mort inéluctable après des épreuves et des souffrances que l'on ne sait pas arrêter aujourd'hui, qui sont extraordinairement douloureuses, non seulement pour la personne qui souffre ainsi, mais il faut le reconnaître, des parents qui se donnent un enfant l'un l'autre en prennent la responsabilité. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas des observateurs neutres par rapport à cet enfant. Les conditions de cet enfant les impliquent eux aussi. Que dans ces conditions, on considère que la possibilité pour les parents, pour les femmes, si possible en évitant cette pression eugénique que nous avons notée, qu'il soit possible à ces parents d'indiquer ce qu'ils considèrent être leur devoir et pouvoir faire, être psychologiquement capable de faire, et sans doute, par rapport à la situation antérieure, un progrès relatif. Je dis progrès relatif. Le vrai progrès serait évidemment l'évitement de la maladie génétique. Mais tant que l'évitement ou la guérison de la maladie génétique n'est pas possible, donner aux parents la possibilité d'indiquer que cet enfant qui va mourir à 1 an et demi d'une encéphalopathie de Tay-Sachs naîtra ou ne naîtra pas est sans doute préférable
à la situation où il fallait attendre de savoir si l'enfant serait ou ne serait pas atteint d'une maladie de Tay-Sachs. Ça reste le cas de la grande majorité, et dans ces conditions, très peu d'arguments, sinon aucun, réellement, pour s'opposer au diagnostic préimplantatoire. Et puis nous sommes dans la situation qui est la plus problématique, la plus difficile. C'est là où, en effet, le diagnostic préimplantatoire n'est pas un DPN comme les autres. Il n'est pas un DPN comme les autres. Je vous ai dit moi-même, et cela a été repris, que l'idée d'une société, une nouvelle version du meilleur des mondes, où les couples auraient renoncé à s'accoupler pour ne plus procréer que grâce à la fécondation in vitro, heureusement, est improbable. Il n'empêche que, grâce au diagnostic préimplantatoire, le tri de nombreux embryons pour des caractéristiques qui ne sont pas simplement l'évitement de la maladie qui affecte la famille, mais d'autres traits, est envisageable alors qu'il ne l'était pas par l'intermédiaire du DPN. Le DPN, c'est il y a une grossesse, on garde ou on interrompt. Les possibilités ne sont pas du tout comparables à celles, on a 10, 15 embryons et on va essayer de trouver le plus favorable en fonction de ce que l'on désire investir en lui. Et là, la difficulté est que, même si cela n'est pas possible aujourd'hui, pas envisageable pour des raisons techniques de quantité, il peut y avoir une pression pour y parvenir. Cette pression, elle est double. Elle est sociale et individuelle, et elle est individuelle parce qu'elle est sociale. La société a en effet une focalisation sur l'idéal d'un artefact sans défaut, et l'enfant alors est assimilé à l'artefact sans défaut. Le défaut est une erreur, est un échec, il faut l'éviter, aboutissant à ce comportement des personnes informées de l'état de leur enfant qui, en effet, de manière croissante, choisissent comme solution l'interruption médicale de grossesse dans des situations particulières. Dans ces situations, pourtant, l'argument que je vous ai donné ne joue plus. Se dire que, à tout prendre, éviter que n'advienne une vie qui n'est que programmée pour la souffrance, la mort rapide, sans éveil à la conscience, des fois la déstructuration de la famille, est tout de même peut-être une possibilité préférable à attendre le coup du destin. Mais vous l'avez dit, certains d'entre vous l'ont dit, une personne trisomique, souvent, n'est pas une personne malheureuse. Elle peut n'être pas malheureuse. Je me rappelle une émission à la télévision française à laquelle j'avais participé, avec des fratries. Et il y avait deux sœurs, l'une qui exerçait un métier dans le showbiz, je crois, et l'autre qui était trisomique. Et la sœur, entre guillemets, normale, pouvait dire, et elle n'avait pas tort sans doute, entre ma sœur et moi, la plus heureuse, ça a toujours été ma sœur. Par conséquent, là, lorsque la décision est prise, et cette décision est prise par 90% des personnes, bien entendu, cela n'est pas directement pour éviter une vie vouée à la souffrance. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées. On peut expliquer tout cela. Et l'explication en a été donnée. Une des raisons importantes, c'est que sans doute, une société totalement accueillante, économiquement, sanitairement et dans les yeux des autres, assez trisomiques par exemple, entraînerait de la part des parents informés sans doute des décisions différentes. Une partie de ces décisions vient de ce que les parents ont intégré, que très profondément, compte tenu du type de société dans laquelle nous vivons, ces enfants ne pourront jamais s'y intégrer. Et ils considèrent que leur responsabilité, alors, les empêche de faire en sorte qu'adviennent de tels enfants. Et puis, il y a l'autre aspect plus psychologique.
de ce miroir déformant, de cet investissement, cela a été dit par l'un d'entre vous, cet investissement des parents dans les enfants. Mais quel miroir déformant lorsque le parent se reconnaît, s'investit éventuellement dans cet enfant. Nous sommes dans une difficulté qui est considérable et incontestablement là, il y a lieu de réfléchir de manière importante. Comment faire en sorte que le DPI, droit incontestable des femmes, progrès totalement incontestable, mais qui a des caractéristiques particulières, pouvant rendre plus banal le choix de l'embryon qui se développera en un bébé poussé jusqu'à la naissance, comment faire en sorte qu'il soit exclusivement utilisé pour permettre à ces femmes d'assumer un choix en toute connaissance de cause. Et comment éviter cette évolution qui, en effet, n'est en théorie pas impossible. Il faut reconnaître que c'est possible. Mais nous sommes ici au cœur du monde moderne. Ce monde moderne est caractérisé par une très importante évolution de la technique. Non, ce n'est pas vrai qu'un médecin, un scientifique, aurait raison si, la main sur le cœur, il disait qu'il était totalement persuadé que demain, l'on arrivera à tout éviter, tout soigner, tout guérir. Ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Et pour des raisons d'ailleurs de mécanismes génétiques récurrents, même une politique sociale eugénique et un dépit généralisé n'éviteraient pas les naissances avec des malformations parce qu'à chaque méiose, de nouvelles mutations surviennent qui ne sont pas prévisibles dans la famille et entraînent des anomalies. Dans cette situation de progrès en règle générale, la démocratie, et vous êtes dans un exercice de démocratie assez remarquable, a une fonction principale, c'est de poser les problèmes. Et poser les problèmes à l'aune de l'idée que l'on se fait de l'humanité de l'homme. Quelle idée nous faisons-nous de l'humanité de l'homme? En quoi cette humanité de l'homme que nous voulons défendre, dont la conception réunit fait société, en quoi peut-elle trouver avantage à l'application de cette technique? En quoi cette technique peut-elle y attenter? Et que mettons-nous en œuvre pour en bénéficier sans avoir à le regretter? Nous sommes dans un exercice totalement habituel et je me réjouis beaucoup de voir la qualité, le sérieux avec lequel vous êtes engagés dans cet exercice. Pour terminer, je voudrais vous indiquer combien j'ai été moi aussi sensible, notamment à cette phrase de Bouddha qui a tant marqué M. Alexandre Jolien, parce qu'il marque bien les limites de ces parents qui ont fait le don de la vie à un enfant. Les parents ont eu un petit Alexandre, mais ils doivent savoir que ce petit Alexandre n'est pas Alexandre et ainsi ils peuvent l'appeler Alexandre. Ça veut dire quoi dans l'optique de ce dont je vous parle? Ils ont eu ce petit enfant, ils l'ont voulu, mais très profondément, il n'est plus ce qu'ils ont voulu, il est lui. Et d'ailleurs, la règle du jeu, si jeu il y avait, c'est bien cela. Le don d'un homme et d'une femme, c'est le don de l'autonomie d'une personne différente. Et par conséquent, ça ne sera plus celui que l'on a voulu qui naîtra, ça sera celui qu'il est, celui qu'il sera, avec ses fulgurances et ses insuffisances et ses médiocrités. Ça sera lui. Et c'est parce que ce sera lui, un autre, que je pourrai l'appeler. Et alors je l'appellerai Alexandre. Merci.